Bonjour. L'Institut français des relations internationales, qui a 8 centres de recherche, c'est une association, un think tank, comme on dit, et je m'occupe du centre énergie. Nous avons la particularité suivante, c'est de placer un prisme géoéconomique ou géopolitique aux analyses que nous faisons pour observer finalement les évolutions des technologies, des marchés et finalement les risques, les opportunités qui se présentent, bien sûr pour la France, mais aussi à l'échelon de l'Union européenne. Alors précisément, il y a un rapport qui vient d'être publié, la dimension stratégique de la transition énergétique, et là, on est dans le cadre, France évidemment, Allemagne, mais Union européenne. Absolument. Je l'ai rapporté ici, vous le trouverez sur notre site internet et je vais vous en parler dès que vous m'en donnez l'autorisation. Eh bien voilà, et vous avez 5-6 minutes, pas plus. Ah bah, très bien, merci Parce beaucoup. Après, on pourra en débattre. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, on est Mais parti... donnez-nous envie. Ah bah... Parce que quand on a préparé, vous m'avez dit je suis un provocateur. Mais commencez de suite. Non mais si vous voulez, on est parti du constat qui était aussi le nôtre, c'est-à-dire que l'essentiel de nos travaux, pendant très longtemps, a porté sur les risques de sécurité des approvisionnements liés aux hydrocarbures, l'Iran, la Russie sous sanctions, le Venezuela sous sanctions, le détroit d'Ormuz, les problématiques gazières entre la Russie et l'Union européenne, via l'Ukraine notamment, etc. Et en fait, on se rend compte que ces risques demeurent et nous parlons là, il y a une crise des approvisionnements pétroliers russes, il y a une crise dormante dans le Golfe qui menace de se réchauffer, il y a un certain nombre de producteurs qui sont sous sanctions, mais en plus de ça, on voit s'accumuler les défis, les risques géoéconomiques, technologiques liés à cette transition énergétique, et je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est, vous le savez tous, implicitement, mais enfin il faut, je crois, le dire quand même, c'est que le monde est de moins en moins influencé en réalité par l'Union européenne, mais de plus en plus par deux acteurs. L'un, c'était toujours le cas, c'est les États-Unis, mais l'autre, c'est la Chine. Et les États-Unis sont entrés en guerre technologique, notamment contre la Chine, mais aussi contre nous, il faut le dire aussi. Et nous sommes dans une drôle de guerre, et technologique, et contre le climat. Pour lutter contre le changement climatique et la biodiversité. C'est-à-dire qu'on se mobilise, mais froidement. On ne se coordonne pas assez. On n'a pas suffisamment à l'esprit la dimension des chaînes de valeur, la dimension stratégique, la protection de nos innovations, de nos entreprises, la nécessité d'investir massivement pour déployer les technologies. Eux l'ont, aux États-Unis en tout cas, mais les Japonais aussi. Je prends un exemple sur l'hydrogène. L'hydrogène au Japon, c'est plus d'1,5 milliard $ d'investissement public dans la R&D. En France, on parle de 100 millions. Voyez un petit peu les différences d'échelle. Aux États-Unis, sous Trump, les budgets du Department of Energy pour la recherche et le développement dans les technologies bas carbone, c'est encore 6,5 milliards $ par an. Alors, en France, bien sûr, si on commence à accumuler ce qu'on fait en France, en Allemagne, à l'échelon européen, peut-être qu'on s'approche de cela. Mais enfin là, c'est une machine extrêmement bien coordonnée, etc. Trois aspects aussi, je crois qu'il faut porter ici, tout de suite à votre attention ici. C'est celui finalement du fait qu'il y a un certain nombre de technologies absolument stratégiques dans cette transition énergétique bas carbone. Il y a bien sûr l'éolien onshore, offshore, posé, flottant. Il y a le nucléaire, les grandes capacités, mais aussi les petits réacteurs modulaires. Il y a les prochaines générations de cellules photovoltaïques sur lesquelles il va falloir consacrer énormément d'investissements, etc. Parce que sinon, les autres le font d'ailleurs déjà. Il y a évidemment tout ce qui est lié aux batteries, donc automobiles, stockage de l'électricité. La troisième génération, où on a pris énormément de retard, clairement, ce sont les Asiatiques, dont la Chine, qui ont une très grande longueur d'avance, mais aussi la prochaine génération, la quatrième génération de batteries. Il y a évidemment la question des réseaux qui va être essentielle, les réseaux de transmission, les interconnexions aux frontières, la sécurité de ces réseaux, la sécurité physique, la sécurité cyber face aux risques qui augmentent, aussi les enjeux de pilotage de ces réseaux qui étaient d'ailleurs évoqués là, tout à l'heure. Et puis, il y a bien sûr l'hydrogène décarboné qui va jouer un rôle, là, pas tout de suite, mais enfin dans les 15 prochaines années, 20 prochaines années, cette technologie-là va arriver à maturité. Et puis, il y a, et je crois qu'il faut insister là-dessus aussi, c'est l'efficacité énergétique qui était évoquée tout à l'heure. Si nous voulons nous inscrire dans une stratégie 2050 bas carbone, il va falloir doubler les efforts dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et donc là,
là, il y a aussi un certain nombre de technologies et d'équipements qu'il va falloir renforcer, protéger, soutenir, etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces batteries qu'on va développer ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'il faut bien avoir conscience du fait que sur les batteries, par exemple, 50% du marché des batteries automobiles ou de la mobilité électrique, c'est la Chine. Donc là, on a passé le cap de 5 millions de véhicules. Si l'on continue les trajectoires de vente telles qu'on les voit actuellement, et qui sont, il faut bien le dire aussi, qui sont contraintes parce que les capacités de production, par exemple de Renault, ne suffisent pas à satisfaire la demande. Donc si on continue, il va falloir plusieurs dizaines de gigafactories rien que pour satisfaire la demande européenne. Pour l'instant, en Europe, on n'en a pas. Tous les grands constructeurs, ou la plupart, ont signé des contrats d'approvisionnement avec les Sud-Coréens, avec les Chinois, etc. Le grand enjeu, c'est quoi ? C'est de localiser ces usines chez nous, parce que d'abord, c'est un enjeu d'emploi, parce que c'est un enjeu de souveraineté, parce que le jour où les uns et les autres décident que, on crée un oligopole, on crée un cartel, on veut faire des remontées de filières, c'est nos industries qui sont menacées. Un petit mot aussi là sur l'enjeu des métaux critiques. Je crois qu'il faut aussi prêter beaucoup d'attention, étant donné l'exor de la demande de batteries que l'on va avoir, mais aussi étant donné le déploiement qu'il va falloir effectuer des éoliennes, des panneaux solaires et puis de tout un tas d'équipements qui en sont consommateurs. Or là, dans le domaine des métaux critiques, la domination chinoise ne fait que se renforcer. D'abord parce qu'ils ont les ressources chez eux, mais aussi parce qu'ils investissent beaucoup. Ils ont des stratégies intégrées, évidemment, et les problèmes de financement ne sont pas ceux que l'on peut rencontrer chez nous. Enfin, dernier point sur ces batteries, qu'est-ce qu'on va en faire ? L'un des grands enjeux, évidemment, c'est une fois que les véhicules autonomes et électriques se seront déployés, ce sera en réalité de les connecter et de les faire interagir avec le réseau, de sorte qu'en fait, ils soient aussi des technologies de stockage que l'on peut appeler en fonction des besoins. Et puis surtout, en fin de vie, elles seront agrégées et elles serviront à équilibrer les réseaux. Et il y a déjà des projets pilotes qui vont dans ce sens-là. Et on va aller vers cela. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ça est extrêmement énergivore. Construire des voitures électriques à partir d'une électricité au charbon, ça ne fait aucun sens. Il va falloir travailler sur, par exemple, les empreintes carbone de ces batteries. Il va falloir mettre en œuvre des standards pour en permettre un recyclage optimisé, etc. Ben oui, il y a un vrai problème de recyclage, parce que si la croissance est exponentielle, on fait quoi pour traiter toutes ces batteries ? Alors pour l'instant, le problème de recyclage n'existe pas, puisque les batteries sont relativement neuves. C'est une industrie qui a 3-4 ans là, pour l'instant. Mais évidemment, à l'horizon 2025, ça va arriver, et on va avoir le même phénomène qu'avec le plastique. C'est-à-dire que le risque, c'est que toute cette activité-là, qui va représenter une grande valeur, soit ensuite concentrée en Chine. Et qu'en réalité, on fasse partir des trains qui arrivent de Chine à travers cette initiative des routes de la soie, chargés de marchandises chinoises, et qui repartent avec des chargés de batteries, par exemple, très lourds, et qui sont recyclés là-bas parce que les normes des batteries auront été définies par la Chine et parce qu'eux auront développé cette capacité industrielle qui nous manquera. Donc là, évidemment, il y a un grand enjeu technologique. Oui.